Au menu ce soir, Québec fait un pas de plus pour permettre aux femmes d'avoir accès aux antécédents criminels d'un potentiel partenaire. Libéraux et péquistes nez à nez et la CAQ qui semble pousser, par ce qui semble être un effet fréchette dans les intentions de vote. On va en parler tout à l'heure. Et tête à tête ou affrontement, tout le monde retient son souffle devant la visite de Trump à Pékin. Il est 22h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table ce soir, on a Ray, Victor, Elisabeth, bonsoir, Salut. Et Déborah. Bonsoir à vous quatre. Les mots de l'actualité ce soir, justement, Elisabeth, on commence avec toi. Napkin. Napkin. Le ministre fédéral, François-Philippe Champagne, a admis aujourd'hui, en voulant dire que le fédéral est dans le projet du tramway depuis ses tout débuts à l'époque du maire Labombe. Il a dit, ben oui, on est là depuis le début. À l'époque de M. Labombe, on avait fait le montage financier sur une napkin. En voulant dire qu'on l'a fait vite fait comme ça, puis qu'on est là depuis le début. Mais le mot napkin a vraiment éveillé les détracteurs du projet de tramway. Et je pense qu'il va en entendre parler longtemps. Oui, ça nourrit les détracteurs, justement. Victor, invalide. Oui, parce qu'on a appris en fin de journée aujourd'hui qu'une juge de l'Alberta a invalidé le processus de pétition qui a lieu actuellement pour avoir un référendum sur la souveraineté. En effet, elle dit que l'élection Alberta n'aurait pas dû accepter la pétition puisqu'il n'y avait pas eu de consultation des Premières Nations avant celle-ci. Donc, on verra comment le gouvernement de l'Alberta va réagir, mais disons qu'il y a des difficultés maintenant pour le mouvement souverainiste en Alberta. Oui, comme quoi il n'y a pas qu'ici qu'on parle de référendum. Maintenant, c'était le gros sujet d'actualité aujourd'hui. Gaby Renault, vous savez, hein, c'est un nom qu'on ne va jamais oublier. Cette mère de 43 ans qui a été retrouvée sans vie dans son logement de Saint-Jérôme en septembre. Je vous rappelle que son ex-conjoint, au lourd passé judiciaire en matière de violence conjugale, est accusé de l'avoir tué. Un meurtre évitable, comme plusieurs autres féminicides d'ailleurs. Et là, dans l'espoir d'éviter ce genre de drame, Québec a déposé un projet de loi pour permettre aux personnes à risque, comme Gaby, d'obtenir les antécédents d'un partenaire intime. Résumé, Laurence Royer. Cette loi Gaby Renault, elle permettrait à toute personne de demander des informations sur les antécédents judiciaires d'un partenaire intime. Ça, c'est beaucoup plus large que le terme conjoint, donc pas nécessairement besoin d'habiter ensemble ou même d'avoir une relation sérieuse. Ça inclut même la période de rupture ou post-séparation. Par contre, pour faire cette demande, il faudra être une personne à risque. Ce qu'on nous dit, c'est que ça sera autorisé là, de façon assez large, mais on veut éviter le magasinage de partenaires, là, de demander, par exemple, les antécédents de tout le monde qu'on swipe sur Tinder. Donc, pour faire cette demande, il faudra remplir un formulaire en ligne sur le site de la SQ ou directement à la centrale de police, et c'est la SQ qui va traiter les demandes. Par contre, c'est un organisme communautaire qui sera chargé de rencontrer le demandeur, de lui donner l'information sur son partenaire intime et de l'accompagner au besoin, par exemple, dans un processus de séparation. Maintenant, quel genre d'information ça nous permettrait d'obtenir? Eh bien, c'est de l'information qui est pertinente pour se protéger de son partenaire intime. Mais on va bien plus loin que les antécédents judiciaires. On pourrait, par exemple, avoir des informations sur des interventions de la police ou des appels qui ont été faits au 911. Et ça va relever du jugement de la police. Personne ne peut se rendre dans un palais de justice et aller chercher le plumitif, c'est pas ça qu'on vous offre aujourd'hui. On pourrait partir dans plusieurs exemples. Est-ce qu'un vol, il y a de ça 20 ans, pourrait se retrouver dans l'information qu'on va donner? Est-ce qu'un crime à caractère, je sais pas vous dire, plus économique, mais impliquant des femmes à répétition pourrait se retrouver là-dedans? Les policiers vont chercher l'information dans leur banque de données. Il y en a plusieurs. Et il y a des proches de Gaby Renault qui étaient présents à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour l'occasion. Ils saluent bien évidemment le dépôt de ce projet de loi-là, mais ils espèrent aussi qu'on ne s'arrêtera pas là, qu'encore plus d'efforts seront faits pour protéger les femmes de leurs partenaires violents et surtout, ils espèrent que la loi portera officiellement le nom de Gaby Renault. Nous souhaitons que cette loi porte officiellement le nom de la loi Gaby Renault. Parce que ma sœur représente malheureusement beaucoup trop de Québécoises qui ont perdu la vie aux mains d'hommes violents et récidivistes. Son nom devient aujourd'hui un symbole d'espoir, de courage, de justice et de changement. Gaby, on pense à toi. Le gouvernement espère adopter ce projet de loi avant le 12 juin et espère une entrée en vigueur avant l'automne. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.
Déborah, tu crois que ce genre de projet de loi va changer la donne, pourrait changer le cours de la vie de certaines femmes? Je pense que oui. Et si je me fie aux personnes, non seulement qui ont été victimes de violences conjugales, mais aussi aux experts et expertes qui se sont prononcés sur la question, c'est quasiment unanime que ça peut changer. Ça ne va pas tout régler. Là, tout le monde est lucide par rapport à ça. Mais il faut aussi réaliser un peu que face au féminicide, c'est que un des enjeux, autant on les déplore, autant aussi on réalise qu'il n'y a pas une recette miracle ou magique qui va régler la situation. Donc, alors, je pense que ça va prendre une série de petites mesures, petites et grandes, pour faire en sorte de faire front à la situation. Oui. Encore faut-il voir comment ça va être appliqué, ça, Elisabeth? Oui, parce que plus ça va être un processus compliqué, plus ça va freiner des femmes d'y avoir accès. Parce que là, il va falloir que tu te poses la question, suis-je une personne considérée vulnérable ou propice à pouvoir faire cette demande-là? Après ça, il faut que je remplisse un formulaire, ça va être long. Après ça, il faut que je parle à quelqu'un, Alors, est-ce que si c'est trop compliqué, je pense pas qu'il y a tant de femmes que ça qui vont y avoir accès. Et surtout, il faut encadrer les femmes qui vont y avoir accès parce que ce sont des femmes parfois qui peuvent être en danger s'il fallait que le conjoint le sache, par exemple. Alors, il faut bien les encadrer. Oui, on est rendu là et il fallait que ce genre de choses-là arrive pour aider les femmes. Ouais, je suis d'accord avec vos points de vue là-dessus. Moi, je pense que c'est un premier geste qui va mener à de l'amélioration puis une évolution au fil du temps. Là. Mais il faut protéger les femmes. Il y a trop de violence dans la société aujourd'hui. Puis... Victor, parlons du travail qui a été fait. C'est un bel exemple de travail transpartisan. Là. Tout à fait. Je pense qu'il faut souligner notamment la contribution de Rouba Gazal, le chef de Québec solidaire, qui a littéralement provoqué un mouvement aussi d'appui à cette loi Gaby Renault et à Mme Fréchette qui a entendu les demandes de sa collègue. Et justement, ça nous montre que ce travail transpartisan, on l'a vu aussi par exemple avec l'aide médicale à mourir, lorsqu'on le fait, ça donne des résultats et c'est bon pour les Québécoises et les faire Québécois. avancer la société québécoise, en effet. Ils peuvent travailler ensemble là-dessus. On va rester à Québec où l'échiquier politique est loin d'être figé. Là, à quelques mois de la campagne électorale provinciale, voilà que péquistes et libéraux se retrouvent nez à nez dans les intentions de vote. Ça, c'est selon le sondage que vous voyez, là, c'est Synopsis La Presse. Le PQ et le PLQ obtiendraient 30 de la faveur populaire. Des données similaires ont été compilées par Palace Data Québec 125, l'actualité. Les deux sondages montrent donc une remontée également de la CAQ, là, qui se retrouve au 3e rang devant les conservateurs. Québec solidaire se maintient au 5e rang. Je suis optimiste et confiant à l'effet que nos priorités sont les bonnes puis que le message va percoler. Je sais aussi que la campagne va permettre à notre chef, Rouba Gazal, de se faire voir, de se démarquer. Il y a des nouvelles encourageantes pour nous dans celui-ci. On demeure le parti préféré des Québécois, en tête des sondages. Moi, je suis convaincu qu'on est dans une lutte à deux. Je pense que la CAQ se disqualifie au niveau de l'économie, au niveau de la prestation des services publics. C'est intéressant, Victor. On n'a pas un, mais deux sondages qui disent à peu près la même chose. Ça fait pas mal de gens qui ont été sondés. C'est un premier effet Fréchette? Bien, il y a clairement un effet Fréchette et on pourra dire que Mme Fréchette a réussi son premier mois comme première ministre. Elle a réussi à faire oublier à une partie de la population les années de François Legault, à retrouver un certain équilibre. Et on va le dire dans les prédictions ce soir, Mme Fréchette, pour la première fois en plus d'un an, peut espérer que son parti gagne plus qu'un comté, puisque selon les prédictions de Québec 125, il y aurait 4 comtés que la CAQ a la possibilité de gagner. C'est déjà beaucoup lorsqu'on regarde que depuis plus d'un an, on était à 0. Les prédictions, en tout cas, comment on appelle ça? Donc, les prédictions. C'est ça. Les prédictions de Québec 125, il y a un mois, on parlait de 0. Tout à fait. Alors, c'est quand même énorme. Ça fait longtemps. Le PQ puis le Parti libéral qui sont nez à nez dans les intentions globales, mais on va regarder, parce que quand on regarde les votes des francophones, les intentions de vote des francophones, là, c'est clairement le PQ qui se retrouve en avance. C'est ce qui permet au Parti québécois de rester positif aujourd'hui par rapport à ce résultat-là. Lorsqu'on regarde dans les prédictions, le PQ est dans la zone soit d'un minoritaire fort ou d'un majoritaire très faible, grâce au vote francophone qui reste très fort pour le Parti québécois. Et c'est là où est-ce que, justement, que ce soit les libéraux ou la CAQ, doivent aller chercher des gains. Maintenant, ce qu'on se rend compte, par exemple, c'est que pour le Parti québécois, ça peut glisser très rapidement. Donc, il doit y avoir un certain sentiment d'urgence chez le PQ, parce qu'il y a 2-3 points de moins chez les francophones, ça viendrait faire une différence totale dans les intentions de vote, surtout que c'est serré à peu près dans tous les comtés au Québec. Là, les conservateurs perdent quelques points. Québec solidaire est stable, c'est ce qu'on voit. Est stable dans le bas. Et on entendait, par exemple, M. Guillaume Clige-Rivard parler de la performance de sa chef. Elle sera non seulement essentielle, mais elle aura un poids énorme, puisque Québec solidaire, à ce moment-ci, est dans des zones où est-ce qu'il pourrait se retrouver à 0 député très rapidement s'il perdait 1 ou 2 points. Bon, on regarde ça et visiblement, c'est pas la première fois que tu me le dis, on s'enligne vers une élection imprévisible qui risque d'être historique
historique dans l'histoire du Québec. Là. Une particularité de ce sondage, c'est que, à mon souvenir, puis de ce que je regardais, je pense que c'est la première fois de l'histoire qu'on a des partis en bas de 30 % dans les partis meneurs. Et là, on a littéralement 3 partis qui peuvent aspirer à une victoire, même si pour la CAQ, ça peut encore être difficile. On a 4 partis en haut de 10 %. Donc, imaginez à quel point ces luttes à 3, ces luttes à 4 risquent de redéfinir. Puis regardez, par exemple, les conservateurs dans la région de Québec sont 2e, les libéraux sont 4e à 10 % et ça va évoluer de cette façon-là. D'ailleurs, vous avez entendu M. Millard qui déjà attaquait Mme Fréchette. Ça va être probablement ce que vous allez voir le plus souvent dans les prochains mois. Et vous allez entendre dire un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PQ. La machine libérale est partie là-dessus. Alors, on ne peut pas déclarer Mme Fréchette vaincue là, pour l'automne, parce que ça fait juste quelques semaines qu'elle est en poste. Je ne pense pas. Effectivement, Victor l'a dit, elle a quand même très bien réussi son premier mois comme première ministre. Et je pense qu'elle veut nous prouver, que ce soit avec des résultats, des voyages, mais bref, des engagements qui sont pris et maintenus, qu'elle peut être un nouveau visage et changer un peu le cap par rapport au gouvernement de François Legault. Et je pense qu'elle, jusqu'à présent, elle réussit très bien, mais dans 5 mois, c'est très long en politique. Oui. La presse qui révélait également cette semaine une liste de grosses pointures là, qui pourraient se présenter pour les libéraux. Élisabeth, est-ce que tu crois que ça pourrait influencer les prochains sondages? Bien, ça reste à voir, en fait, où est-ce qu'ils vont les présenter exactement. Parce que si on regarde le vote francophone, largement PQ, mais le vote anglophone, c'est largement le Parti libéral du Québec. Alors, c'est sûr que ce sont la majorité des comtés qui sont sur l'île de Montréal. Tu ne mettras pas une grosse pointure dans un comté qui a à peu près pas de chance de gagner. Peut-être dans une lutte à 3 très, très serrée pour essayer de changer le jeu. Mais sinon, il va falloir que tu les mettes sur l'île. Peut-être dans des circonscriptions qui ont déjà été libérales. C'est peut-être une façon d'aller rechercher les gens, je pense, entre autres à Sherbrooke. Maintenant, la flamme olympique montréalaise est-elle en train de renaître? La semaine dernière, il y a eu dévoilement des festivités des 50 ans des Jeux de 1976. Le lendemain, jeudi, le Comité international olympique confirmait que la ville accueillera des qualifications pour Los Angeles en 2028. De quoi relancer le débat, pour ou contre que Montréal pose sa candidature pour l'obtention de Jeux olympiques? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. Donald Trump est reçu en grande pompe en Chine en ce moment. Presque 10 ans se sont écoulés depuis sa dernière visite. Le président américain se présente devant son homologue avec un lourd bagage. La guerre au Moyen-Orient, le prix du pétrole en hausse et une inflation galopante. Pékin a une relation privilégiée avec l'Iran et pourrait jouer un rôle dans la sortie de crise, mais pas sans obtenir des concessions de Donald Trump. D'ailleurs, Taïwan demeure aux aguets de ce sommet de 2 jours. En fait, toute la planète surveille ça. Élisabeth, Donald Trump, c'est bien entouré quand même là, pour ce voyage-là. Ça donne le ton. Écoute, il est arrivé avec des chefs de grandes entreprises. C'est quand même assez spécial, parce que d'habitude, tu arrives avec une délégation de politiciens. Là, tu arrives avec tes chefs d'entreprise. Alors, ça donne le ton. On va parler de commerce. Mais la Chine semble ouverte, par exemple, quand même, à vouloir peut-être régler certains différends ou gérer les différends. Ce sont les mots qui ont été employés. Ils ont aussi dit le mot stabilité, qui veulent prôner la stabilité. Puis dans le monde dans lequel on est présentement depuis quelques années, disons que c'est un mot qui peut être apaisant ou rassurant pour certaines personnes. Bon, ce qui est rassurant, ce qui peut être rassurant puis être un bon signe, oui, c'est de savoir que ces 2 présidents-là sont en mesure de communiquer. Là. Oui, bien, malgré tous les différends, ils se parlent. Ouais. Ça, c'est quand même... C'est rare que je vais donner un peu de crédit à Trump, là, mais dans ce cas-ci, il l'initie. Tu sais, Elisabeth l'a dit, il arrive là avec Elon Musk et une gang. C'est, à quelque sorte, une façon pour lui de se protéger. Parce qu'il n'est jamais très préparé sur les relations internationales, les affaires extérieures. Enfin, il ne fait pas ses devoirs, il ne se prépare pas. Donc, ces gens-là, ce sont des gens, des grands leaders intelligents. Puis, comme tu l'as dit, c'est du commerce. On va parler de relations comme ça. Alors, il est bien entouré. Malgré tous les différends, c'est une bonne chose que ces deux-là se parlent. Oui. Puis, on a l'impression que celui qui accueille est probablement très préparé. Il faut s'attendre à ce que des ententes soient signées. Victor, est-ce que tu y crois? Je suis convaincu qu'il y aura des ententes. Mais regardez ce soir comment les Chinois ont reçu Donald Trump. C'est comme si on lui flattait le dos pour chercher où on va mettre le poignard. Parce qu'il y a une chose qui est claire. Les Chinois savent qu'ils ont, eux, la solution dans la guerre avec l'Iran. Et ils sont prêts à négocier des ententes commerciales importantes pour donner une voie de passage à Donald Trump. Rappelez-vous que l'Iran, c'est le principal dossier qu'il veut régler, M. Trump. Oui. Est-ce que tu crois rapidement, Déborah, que cette rencontre va avoir un impact justement sur la guerre en Iran? Je pense que oui, comme mes collègues l'ont dit. Donc, si on flatte suffisamment Trump dans le sens du poil, peut-être que non préparé, il va sortir une solution de son chapeau qui va plaire à la Chine, qui va peut-être vouloir faire pression sur l'Iran pour régler la guerre au Moyen-Orient. On surveille ça, bien sûr. Notre sondage express en ce mercredi porte sur les intentions de vote. Est-ce que vous croyez que la CAQ de Christine Fréchette va continuer de remonter dans les sondages? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Également, les travailleuses du sexe comptent faire la grève pendant le long week-end du Grand Prix. On vous explique pourquoi dans un moment.
est-ce que vous croyez que la CAQ de Christine Fréchette va continuer de remonter dans les intentions de vote? Vous avez répondu oui à 69 %, non à 31 %. Les travailleuses du sexe vont faire la grève le 23 mai, la veille du Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Les danseuses et masseuses érotiques veulent améliorer en fait leurs conditions de travail. Ça survient alors que plusieurs organismes militent contre l'exploitation sexuelle à l'approche des grands événements. Reportage, Lila Mouche. On a eu l'idée de la grève pour vraiment avoir un rapport de force par rapport à nos employeurs parce que sinon, on est vraiment éjectable. Ils nous font sentir comme s'ils peuvent juste trouver d'autres filles. Les danseuses, masseuses et escortes au sein du Comité autonome du travail du sexe veulent obtenir un statut de salarié et les protections qui en découlent. Des agressions au travail, ce qui peut arriver, bien, dans le fond, nous, si on était reconnus comme des employés, ça pourrait être reconnu comme un accident de travail. La travailleuse pourrait être indemnisée. Puis l'employeur aussi serait tenu d'assurer des conditions de travail sécuritaires. On est considérés comme des travailleuses autonomes. Les travailleuses du sexe à Montréal demandent donc une amélioration de leurs conditions de travail, ce qui comprend la fin de l'exploitation financière qu'elles subissent, notamment avec le service de bar, qui consiste à faire payer les danseuses pour qu'elles puissent travailler. Sur chaque soirée, débourser un montant forfaitaire qui peut varier entre 15 et 100 $, dépendant des bars. En plus de ça, on a l'obligation de typer le DJ et le manager ou le bouncer, des fois. Donc, c'est des frais qui s'élèvent qui s'accumulent à la fin du mois. Puis, dans des événements comme la Formule 1, il y avait un bar l'année passée que son service bar était à 110 $ par fille. Là, il fait rentrer 60 filles par soirée. Donc, on a calculé que juste avec cet argent-là, sur la fin de semaine, il a fait 33 000 $. C'est au niveau fédéral, on aimerait que le travail du sexe soit décriminalisé, puis justement passe de la sphère criminelle à la sphère du travail, parce qu'on pense que le droit du travail est plus opportun pour nous protéger. C'est pas une solution d'envoyer la police dans nos milieux de travail. Au contraire, souvent, il y a des travailleuses qui vont être criminalisées à travers ça. Il y a des travailleuses qui ont un statut d'immigration précaire, qui vont être déportées à cause de ça. Donc, pour nous, c'est vraiment par le droit du travail qu'on peut assurer notre sécurité. Il devient donc difficile de distinguer le travail du sexe consensuel de l'exploitation sexuelle. Pourtant, dans tous les cas, il y a une hausse des violences à caractère sexuel pendant le week-end de la F1. C'est le premier grand festival, le premier grand événement qui rassemble beaucoup de gens au centre-ville. Et ce qu'on sait depuis des années, c'est que lorsqu'il y a ces grands événements et cet achalandage dans les milieux urbains, malheureusement, ça s'accompagne de tourisme sexuel. On parle de l'industrie la plus violente envers les femmes. Il y a des études qui ont été faites pour démontrer que c'est l'industrie où les femmes sont à risque de coups, blessures et de mort. Il n'y a aucune comparaison avec d'autres industries. On comprend celles qui veulent faire la grève. Le problème, ça reste les propriétaires de bars. Montréal est une ville libérée, ouverte sur la sexualité, la pornographie et les clubs libertins sont bien présents, mais les dérives, la violence et l'exploitation sexuelle le sont tout autant. Alors comment légiférer tout en permettant de faire ses propres choix? À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Déborah, qu'est-ce que tu penses des revendications de ces femmes? Je les trouve légitimes et je trouve que le signal qu'elles envoient en faisant la grève en amont du Grand Prix, c'est quand même très important parce que je pense que leurs revendications sont légitimes parce que ça va permettre peut-être d'aller dans cette reconnaissance du travail, de ce qu'elles font comme un travail ou d'un statut de salarié, comme c'était mentionné dans le reportage, et aussi peut-être un pas vers cette décriminalisation dont elle parlait également venant du fédéral. Et je pense, encore une fois, par rapport au timing, le fait de le faire dans le cadre du Grand Prix, je trouve c'est intéressant parce qu'on a souvent lié ces deux moments forts ou ces deux industries, si on veut, et peut-être de voir est-ce qu'il y a un lien direct ou indirect entre les deux. Ça reste à voir. On va y revenir dans un moment, mais Elisabeth, elle devrait être davantage protégée, selon toi? Ah oui, absolument. Moi, je pense qu'on devrait vraiment explorer l'idée de peut-être en faire des travailleurs salariés pour avoir les normes du travail qui s'appliqueraient, parce que c'est vrai que c'est un domaine où l'exploitation est omniprésente et c'est pas normal qu'un employeur s'enrichisse dans une période comme le Grand Prix et que les femmes qui font la prestation de service ne s'enrichissent pas plus. Là. Ça leur coûte plus cher pour travailler, puis au final, ça arrive kiff-kiff. Et Anne, c'est pas un hasard qui se servent justement de cet événement pour dénoncer leur situation. Est-ce que tu crois, Rick, que ça va affecter l'image de Montréal, cette grève-là? Je pense pas, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on associe Montréal et le Grand Prix avec le sexe et que tout le monde en profite. Mais la Formule 1, c'est un cirque ambulant là, qui fait 21 villes dans le monde entier. C'est un excès de richesse. Puis les gens vont là pour être festifs puis de se cacher
leur vie habituelle. Oui, mais ça te dérange justement que, en fait, cette association-là, qu'on entende régulièrement tout ce qui se passe pendant le Grand Prix? Moi, ça me fait honte qu'on parle de Montréal et de tourisme sexuel dans la même phrase. Nous sommes une ville développée, dans un pays développé. On devrait être capable d'intervenir pour protéger ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui sont obligés d'offrir leurs services durant toute cette fin de semaine-là. Puis Montréal devient une espèce de paradis de la prostitution permise pendant cette fin de semaine-là. Il va falloir que ça arrête. Et il y a des gens qui en profitent derrière ça. Vous avez des commentaires à partager avec nous, des idées de débat? Écrivez-moi. Vous voyez mon adresse apparaître à l'écran. Et je vous rappelle que sur Crave, vous retrouvez tous nos reportages, les commentaires de nos débatteurs et tous nos débats également. Si vous êtes abonné à Amazon Prime et que vous avez reçu un colis en retard depuis le début de l'année, bien, vous êtes peut-être admissible au recours collectif qui vient d'être autorisé. Il y a un Montréalais qui poursuit le géant américain parce qu'il n'a pas reçu ses achats dans les délais de 48 heures promis. La poursuite prétend que c'est en lien direct avec la fermeture de 7 entrepôts et le licenciement de 1700 travailleurs au Québec le 22 janvier. Qui, autour de la table, est abonné Prime ici? Oui. Moi, non. J'ai arrêté à l'époque du boycott et je n'ai plus recommencé. Bon. Elisabeth, Victor, vous avez été victime des délais d'Amazon? Ben, moi, je me rappelle lorsque les entrepôts ont fermé, pendant plusieurs semaines, les délais étaient exponentiels. On passait de délais de 24 heures jusqu'à des délais de 7 jours. Ouais. Ça s'est un peu ajusté depuis, mais c'est vrai qu'on a vu un effet de la fermeture des entrepôts au Québec. Oui, ça s'est senti. Mais moi, c'est mon chum, en fait, qui est abonné à Prime. Puis effectivement, il l'a vu, que les délais. Mais en même temps, il disait, on est passé de délais de peut-être 24 heures à quelques jours, mais quelques jours, c'est la norme pour n'importe quel autre site où tu commandes. Fait que je peux pas dire que j'ai souffert de ça parce que ça demeure extrêmement rapide quand même et c'est revenu de façon à la norme là, quand même assez rapidement. Mais il faut faire attention de ne pas devenir trop gâté avec des livraisons rapides parce que c'est pas normal ce qu'ils font Amazon. Là. Le volume qu'ils font au Québec et la rapidité des livraisons, ça vient avec un prix quand même. Là, puis ce sont des conditions de travail pas toujours idéales, mais ça demeure pas normal de commander quelque chose puis de l'avoir. Ça a des conséquences. La liste d'impact est assez longue. Déborah, tu vois ça d'un bon œil qu'on entende parler de plus en plus de recours collectifs dans des cas comme ça? Oui, on dirait que ça nous donne un sentiment. Est-ce que c'est de la candeur? Mais bref, ça nous donne un sentiment de pouvoir aussi contre ces grandes compagnies qui, des fois, font n'importe quoi et qui imposent, justement, comme on vient de dire, des conditions de travail exagérées, même si, oui, c'est leur promesse de livrer en 2 heures, j'exagère à peine, mais quand même, on sait ce que ça impose sur la vie de personnes. Donc, c'est comme si ces recours collectifs nous donnent un peu le sentiment que, comme citoyens, consommateurs, on a peut-être un pouvoir après plusieurs années quand même. Alors voilà comment on a vu l'actualité. Place au grand débat. On va parler de peut-être un retour des Jeux olympiques à Montréal. On commence ça dans 30 secondes.